il ne faut pas se délecter de cette relation traditionnelle que nous avons en Afrique. Parce que l'Africain est fondamentalement traditionnel et culturel. Mais combien de personnes abordent la relation entre avoir l'argent et avoir un ancrage culturel? Tout à l'heure, je vous parlais des peuples africains ou bien camerounais qui étaient imposants économiquement et qui ont un fort ancrage culturel et traditionnel. C'est un marquage. Il faut pouvoir regarder ça. Il faut pouvoir regarder ça dans le sens de la procédure d'acquisition des richesses. La procédure, c'est quoi? L'éducation financière, fondamentalement, c'est la recherche de l'argent, la protection de l'argent et le développement de l'argent, assis sur certains facteurs et sur certains outils dont nous devons maîtriser. Si nous n'avons pas d'éducation financière, nous ne pouvons pas aller à la bataille de la recherche de l'argent. Parce que ce qu'il faut dire, c'est notre combat quotidien. Comment est-ce qu'on peut se battre au quotidien pour quelque chose et on ne s'arrête pas un temps soit peu pour se poser les questions sur cette chose-là. Pour se dire, mais comment depuis je travaille, je n'ai pas l'argent. Pourtant, celui-ci vient de commencer à travailler, il a déjà des retombées. Il faut se poser des questions. Se poser des questions dans quel sens? Est-ce que je travaille bien? Est-ce qu'il n'y a pas des barrières qui me permettent de ne pas passer de 1 à 2? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dont je n'ai pas prises en compte pour ne pas bénéficier des bienfaits ou bien du développement de ma richesse? Tous ces questionnements doivent être mis sur la table. Parce que, fondamentalement, tout le monde a une éducation financière. C'est vrai que le bon flot est donné dans la famille. Comme je disais, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'école formelle ou bien légale sur l'éducation financière. Mais le bon flot commence d'abord dans la famille. C'est les parents qui transmettent la bonne énergie financière. C'est les parents qui nous donnent nos premières pièces et billets de monnaie. C'est à partir de là qu'on commence à construire une éducation financière qui nous est propre. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, je prends l'exemple sur moi. Moi, je suis né dans une maison assez particulière. Ça veut dire, devant chez moi, je regardais le quartier des riches. Derrière chez moi, je regardais la misère. Ça veut dire, chaque fois que je sortais de mon portail, je voyais le gars qui vivait bien. Parce qu'il faut dire, dans notre société, en face de chez moi, c'est un camp sikh. Hein, et dans notre société, les gens qui vivent dans les camps sikhs sont un peu des personnes huppées. On les prend comme ça parce que c'est des fonctionnaires, on sait comment les fonctionnaires se comportent. Donc, chaque fois que je sortais de chez moi, je vois... Là-bas, on voit quand même une vie normale. On voit une vie comment les enfants vont à l'école, on les laisse en voiture, ils rentrent, se couchent, ils dorment, ils prennent le petit déjeuner, ils prennent le déjeuner, ils prennent le déjeuner. En fait, il y avait un rythme de vie normal. Et je m'étais familiarisé à eux parce que quand je sortais, j'allais vers le haut. On va vers le haut. J'allais vers le haut et on avait des causeries, mais je voyais sur les rythmes de vie. Mais quand j'étais dans ma maison, et quand j'allais à ma fenêtre, la fenêtre de ma chambre, c'est quand je regardais le derrière, je regardais, c'était le ghetto, c'était les bidonvilles. En fait, c'était la pauvreté, c'était la misère. Des fois, souvent, en saison pluvieuse, mais là, c'était la galère totale. Donc, il fallait voir comment les gars se démerdaient. Donc là, je me posais souvent des questions. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a la ligne rouge? C'est-à-dire, est-ce que je suis situé, moi, sur la ligne rouge? C'est-à-dire, entre cette vie de pauvre et cette vie de riche. Mais moi, j'ai eu cette chance, c'est que je pouvais côtoyer les deux types de vie. Je pouvais aller au camp des riches. Je pouvais aussi faire le tour de ma maison où j'avais aussi des amis. C'est-à-dire des amis où on allait à l'école ensemble parce qu'on fréquentait les mêmes écoles primaires, les mêmes lycées. Et je pouvais voir comment est-ce que dans ces différentes familles, l'éducation financière était abordée. Je vous prends peut-être le cas des riches. Je vais les appeler riches et on va prendre le mot comme ça. En fait, quand je suis arrivé chez eux, c'était le parent qui donnait l'argent.
l'argent de ration, l'argent de beignet, l'argent de poche, l'argent de la tennis. En fait, on comblait le besoin de l'enfant. Le parent comblait le besoin de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant n'avait qu'à attendre que papa revienne pour exposer son besoin. Et papa, par rapport à cette disponibilité, soit comblait, soit promettait que, ok, d'accord, d'ici quelques jours, on gère ça. Lui, dans sa classification pécuniaire, il comprend que, bon, ok, c'est vrai que c'est une éducation, je dirais, à double sens. À double sens, pourquoi? Parce que ça l'apprend déjà à classifier son argent. Ça veut dire l'argent pour faire telle chose, l'argent pour faire telle... Oui, ça c'est une éducation aussi claire. Mais ça lui donne une éducation financière d'attendre, et de toujours attendre que les parents résolvent nos problèmes. C'est un peu ça aussi, je dirais quoi, la lame tranchante de ce comportement. Maintenant, quand tu allais chez les pauvres ou bien chez les gars en difficulté, tu te rendais compte que c'est l'enfant qui produit l'argent. Donc, en fait, les parents n'avaient pas des moyens pour, je dirais quoi, pour mettre à l'aise leurs enfants. Alors, ils amenaient leurs enfants à produire eux-mêmes ce qu'ils devaient utiliser en termes d'argent. Ça veut dire quoi? La plupart de ces familles, c'était soit des familles de la classe ouvrière, soit des familles, je dirais, de la classe de débrouillardises. Ça veut dire tous ces petits commerces qu'on voit en bordure de route en Afrique. Et c'est eux qui peuplent ces quartiers. Alors, il fallait déjà commencer dès la base à former l'enfant dans la manipulation, bien dans la recherche de l'argent. Alors, directement, ils ramenaient leurs enfants auprès de leurs activités. Ça veut dire, si la mère, par exemple, braise du maïs, c'est l'enfant qui est chargé de partir vendre le maïs de la mère. Ça veut dire que, et dans la vente, entre lui et la mère, ils ont une entente sur ce qu'il lui là. Parce que ce qu'il lui là va constituer son argent de poche de demain et les frais de sa scolarité en début d'année. Tous les enfants de ces quartiers, pendant les vacances, allaient chercher de quoi payer l'école pour l'année qui suit. Par contre, les quartiers riches, ils se donnaient encore le temps de faire des vacances, je dirais quoi, au village ou bien des vacances en famille. Donc, vous comprenez que rien qu'à ce niveau, c'est deux éducations financières différentes. Mais deux éducations financières différentes qui ont pour point focal les parents. Ce sont les parents qui transmettent la bonne énergie financière. Ce sont les parents qui commencent à constituer en vous, je dirais quoi, cette recherche de l'argent, cette façon de protéger votre argent et aussi cette façon de développer votre argent. S'il faut parler d'éducation financière en Afrique, ce qu'il faut dire, c'est clair, c'est que les personnages ou bien les personnes, je vais dire même, sur lesquelles on peut s'appuyer pour construire une éducation financière en Afrique, c'est d'abord ces patriarches de l'industrie, ces patriarches de l'économie qui ont su construire des énormes richesses en allant je dirais, de rien. Je ne dis pas de rien, vraiment de rien, mais en allant de pas grand-chose, effectivement, sur le mot. Parce que, je vous prends un cas qui est simple. La plupart des riches des Grassfield ne sont pas allés à l'école du blanc. Ils n'ont pas fait toutes ces études économiques, financières ou bien de management pour se créer une place dans le business africain ou bien camerounais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était des gens qui avaient un fort ancrage culturel et traditionnel. Je dis bien un très fort ancrage. Pour certains même, ils ont fini leur vie économique et leur vie professionnelle dans leur village. Parce que là-bas, ils sentent une certaine énergie ancestrale, une certaine énergie, je dirais même environnementale, qui les nourrit au quotidien pour pouvoir affronter les véritables combats. Il y a des gens qui font 5 ans, 10 ans sans leur village. Ils sont en ville chaque jour, ils prient. Mais je prends un exemple qui est simple. Il y a une prêtresse vaudou qui avait dit
Chaque jour, les Africains se plaignent de leur pauvreté. Ils se plaignent qu'ils sont pauvres, ils ont des difficultés, ils se disent que pourquoi chez eux c'est toujours dur. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ils passent tout leur temps à nourrir les ancêtres des autres de leurs prières, de leurs offrandes et de leurs sacrifices, en délaissant leurs ancêtres à eux, qui ont besoin aussi de ces prières-là pour pouvoir aussi, je dis quoi, pour pouvoir se sentir animés ou bien pour pouvoir vivre dans l'au-delà, ou bien même à travers nous. Et elle disait, comment est-ce que vous espérez avoir les bénédictions de vos ancêtres? Pourtant, vous passez tout votre temps à élever les ancêtres des autres. Et il y a de la pertinence parce que on ne peut pas vous demander d'abandonner vos pratiques culturelles et coutumières qui sont liées aux êtres vivants, aux arbres, animaux, pour vous dire d'aller vous agenouiller devant une statuette, je dirais, en béton, une statuette qui représente en fait l'ancêtre de notre peuple et vous espérez construire une richesse sur ce genre. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas vous demander d'abandonner des pratiques coutumières vivantes, des pratiques coutumières, je dirais quoi, agissantes, dont vous voyez les effets, pour vous dire que non, il y a une spiritualité occidentale que vous devez aborder, qui peut vous libérer. Mais non, on n'a pas une culture occidentale, notre culture est africaine. Alors, il faut toujours partir sur le levier culturel pour pouvoir trouver la richesse. Je vous prends un cas qui est simple. La Chine. La Chine, la réussite et la richesse chinoise est fondamentalement liée à deux choses. La tradition et la vision. La tradition du peuple chinois est le vecteur de sa richesse. Elle a gardé sa tradition, elle a utilisé sa tradition pour développer, pour inféoder la modernité. Et c'est très important parce que c'est dans votre tradition que vous trouvez le service ou bien le produit qui est accommodant à vos peuples. La Chine a eu la vision d'un leader qui a su lier tradition, modernisme et développement. Ils ont pu lier ça. Et on peut voir maintenant la Chine dans toutes les batailles mondiales. C'est la Chine. C'est la Chine qui impose sa culture aux autres. C'est la Chine qui impose son rythme aux autres. Parce qu'ils ont d'abord un fort ancrage culturel, traditionnel, assis sur, je dirais quoi, la conception du Confucius, ou bien du confucianisme. Aujourd'hui, s'il faut lier un mécanisme ou bien une institution à la religion, ou bien à la spiritualité autant pour moi, c'est la religion. Mais en Afrique, nous n'avons pas de religion. Mais en fait, nous avons une. Nous sommes des animistes parce que c'est la religion qui a trait aux ancêtres. C'est la religion dont nous devons aborder le chapelet. C'est la religion sur laquelle nous devons nous baser pour aller sur toutes les grandes batailles. Parce qu'aujourd'hui, les grandes batailles sont interculturelles. Les grandes batailles sont, je dirais, traditionnelles. C'est là-bas que tout le monde va chercher les forces. Je vous prends un exemple qui est simple. La tradition est un vecteur spirituel. En termes de vecteur spirituel, on voit tous les mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir transmettre les actes, les comportements, les attitudes spirituelles ancestrales au peuple et aux populations d'aujourd'hui. Tout ce que nous faisons au quotidien est lié à notre culture. Nous ne pouvons pas nous délier de ça.
Et chaque jour, si la culture est étroitement liée à notre richesse de demain, vous comprenez que chaque jour dans le combat pécunier, dans le combat pour la richesse, dans la course à l'argent, vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de vos origines culturelles et traditionnelles. La pauvreté africaine, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. C'est notre relation avec nos us, nos coutumes, nos traditions qui nous appauvrit. Nous ne croyons pas trop à ça. Pour certains même, il faut abandonner totalement la tradition, la culture africaine. Ça ne sert à rien. Ils se disent que non, ce qui a été importé est mieux pour nous. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui est importé ne peut pas servir de levier pour construire quelque chose dans le futur. Les importations sont un partage. Les importations ne sont pas une domination. Si vous partez à l'extérieur prendre quelque chose, c'est pour pouvoir renforcer votre culture ou votre tradition. Mais vous ne partez pas prendre quelque chose qui va remplacer ce que vous avez déjà, ou bien ce que vos parents et vos ancêtres vous ont légué. Ça ne marche pas comme ça. Donc, la culture a quelque chose d'important. La tradition a quelque chose de fondamental dans la relation avec l'argent. Chaque jour, on se dit, oui, c'est les parents qui transmettent le bon flot. Ça, c'est vrai, je l'ai dit. Mais il faut aussi comprendre que nos parents ont été aussi, je dirais, endormis, ont été aussi manipulés par les institutions religieuses. Et pour beaucoup, ils ont abandonné le caractère traditionnel de nos valeurs. Il faut le dire. Nos parents vont dans les églises catholiques. Certains peuples africains ont abandonné leur rites et coutumes pour l'église catholique, puisque l'église catholique même demande ça, d'abandonner vos rites et coutumes pour embrasser la leur. Mais comment vous pensez que il n'y a pas de logique à ça? Des choses dont vous avez hérité de vos ancêtres, des choses qui ont construit notre vie sociale, qui ont construit nos richesses, sont demandées d'être abandonnées pour poursuivre quelque chose dont nous n'avons aucune garantie. Nous ne savons pas d'où elle vient, comment elle a été construite. Alors, s'il faut dire que notre tradition porte notre spiritualité, il faut directement lier à ça le fait que nous ne pouvons pas aussi totalement remettre notre spiritualité à nos parents parce que pour la plupart, ils nous ont ramenés vers des cercles spirituels modernes ou bien occidentaux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut déjà pouvoir faire la part des choses. La part des choses, c'est dans la transmission parentale. Prendre ce qui est bien, parce qu'il faut aussi dire qu'ils sont aussi les garants de cette coutume-là, mais laisser ce qui est mauvais. Parce que nous devons avoir aujourd'hui le libre arbitre spirituel et culturel. Parce que notre spiritualité est fondamentalement liée à notre état d'esprit. Notre état d'esprit ne doit pas épouser cet état d'esprit qui se voudrait religieuse. Non, n'épousons pas cet état d'esprit. Il y a dans, je dirais, le célèbre livre de prière, je dirais catholique ou bien chrétien, la Bible, il y a des béatitudes qui vous disent « Heureux les pauvres, car ils verront le royaume de Dieu ». Mais moi, il n'y a aucune forme de pauvreté qui soit heureuse. Aucune forme de pauvreté qui soit heureuse. Peut-être ils vont souvent vous dire que non, là on parle de la pauvreté spirituelle, mais même la pauvreté spirituelle n'est pas quelque chose de grandissant, n'est pas quelque chose qui peut vous faire vous rapprocher de Dieu. Donc vous comprenez que tout ça, ça a été des concepts erronés. Et, dans l'évangile, par exemple, de Matthieu, où on dit
il serait plus facile pour un chameau d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un riche. Mais vous comprenez qu'on vous éloigne spirituellement de la richesse. On vous fait croire que non, il ne faut pas être riche, sinon tu t'éloignes de Dieu. C'est faux. Dieu même n'aime pas les pauvres. S'il faut être clair, Dieu n'aime pas les pauvres parce que le pauvre est la personne la plus assujettie à pécher. C'est la personne le plus proche du péché parce que lui, il est dans la difficulté, dans le besoin, dans le manque. Cette posture l'entraîne vers la dérive. Donc, il ne faut pas, il faut éloigner des concepts selon lesquels Dieu est avec les pauvres. Non, c'est faux, Dieu est avec les riches. Alors, dans notre société, on a ces derniers temps des dérives liées à l'argent. Ça veut dire des dérives qui peuvent prendre source dans nos traditions aussi, dans nos cultures, effectivement. Parce que, je veux prendre le cas, ces derniers temps, on se rend compte de beaucoup de dépravation de mœurs liées à l'argent. En fait, nous sommes des Africains et dans beaucoup de familles, on a toujours accusé un membre de la famille de s'être enrichi sur le sang de l'un des leurs. C'est des choses qu'on vit au quotidien, c'est des choses qu'on voit au quotidien. Parmi nous, la personne ne peut dire qu'il n'a jamais eu vent d'un frère, d'un ami qui a été vendu, c'est le mot, par un membre de sa famille. Ça arrive toujours. Ça veut dire, notre société a une éducation pécuniaire qui se veut souvent un peu, je dirais, satanique ou bien diabolique. Vous savez, pour certains Africains, même l'argent, c'est le diable. Ça veut dire avoir l'argent, c'est que tu as trempé. Vous comprenez un peu. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'ils voient certains comportements qui posent du questionnement face aux gens qui ont l'argent. Ces derniers temps, il y a un instrument, je dirais un instrument qui fait mal dehors, c'est le portefeuille, le porte-monnaie magique. Ça veut dire ces jeunes qui ont flanché à la proposition d'un gourou sectaire ou bien satanique qui les font comprendre que bon, donc un porte-monnaie qui vous sera remis et chaque jour, il y aura un montant d'argent qui apparaîtra, il faudra finir ça avant la fin de la journée. Au cas contraire, si vous ne finissez pas, votre âme ou bien votre esprit sera dérangé ou bien transféré. En fait, c'est des choses qui existent chez nous. C'est des tentations qu'il ne faut pas, je dirais quoi, faillir. Parce que c'est là, les propositions sont là. C'est la difficulté financière qui envoie les gens vers ce type de personnes. Mais c'est surtout des paresseux. C'est surtout des gens qui ne croient pas que, non, par la force, par le travail bien fait, par le travail intelligent, par l'assurance de Dieu, ils auront la confirmation qui est l'argent. Ils ne croient pas en ça. Ils se disent que non, si l'autre a eu son argent, il faut aussi que j'ai ma part. En fait, ils sont dans la comparaison. Ils envient l'autre. Pourtant, l'autre a eu son argent par le travail. Tout ça fait partie de la culture, de l'éducation financière au quotidien. C'est comme ça que les gens, c'est les différents concepts et c'est les différentes façons d'aborder notre relation avec l'argent. Cette relation, si elle n'est pas, je dirais quoi, construite sur une base éducative, on aura vraiment de problèmes. Il faut déjà ramener l'Africain à comprendre que si tu veux avoir l'argent, il faut d'abord avoir une éducation vis-à-vis de l'argent. Cette éducation n'existe nulle part. Cette éducation existe dans la relation, d'abord dans le flux parental, dans la relation quotidienne que tu as avec ton entourage. Parce que ce qu'il faut aussi dire, notre entourage nous éduque beaucoup financièrement. Dans nos différents groupes, dans nos différentes plateformes de travail, dans nos différentes communautés, il y a cet échange qui nous permet de nous éduquer.
cette façon de faire qui nous permet de nous éduquer. Ne vous éloignez jamais de l'acquisition d'une éducation financière que quelqu'un peut vous transmettre. Pourquoi? Parce qu'il est rare de trouver des personnes qui le feront. Regardez un peu les débats africains, les débats autour des thèmes, les thèmes débattus sur les plateaux. C'est l'économie, c'est la politique, c'est la finance, c'est la société. En fait, mais tout ça, tous ces thèmes-là ont un élément central, c'est l'argent. Mais on ne se pose pas les questions sur l'éducation vis-à-vis de l'argent. Quel est l'élément, quelle est la liaison avec nous, avec notre société culturelle, notre société africaine? Comment est-ce qu'on peut lire ces éléments? Sur l'éducation parentale, oui, ils transmettent la bonne énergie, mais est-ce qu'on ne doit pas nous-mêmes chercher? Moi, je vous prends un cas. La plupart de nos parents, ce qu'il faut dire, ont compris qu'il faut nous envoyer à l'école pour que nous ayons l'argent. En fait, c'est un peu ça. C'est qu'ils espéraient que quand ils nous enverront à l'école, on finira l'école, on aura un bon boulot et on pourra demain avoir l'argent. Ça, c'est à tous les niveaux, riches, pauvres, super riches, super pauvres. Tout le monde a cette pensée-là. Que l'argent, que l'école, je dirais quoi? L'école occidentale, c'est le canal qui nous permet d'avoir l'argent. Pourtant, ce n'est pas ça, c'est faux. L'argent, l'école ne nous donne pas l'argent. L'école ne nous donne même pas des instruments pour affronter les combats de l'argent. Non. L'école nous remet juste, je dis quoi, des valeurs éducatives, académiques, ou bien encore des outils professionnels. Ils ne nous remettent pas la valeur qui, je dis quoi, les outils, les mécanismes, les instruments qui nous permettent d'aller à la bataille ou bien à la conquête de l'argent. Alors, si nos parents ont partagé avec les écoles occidentaux, je dirais quoi, notre éducation financière, je pense que nous devons nous délier de certaines habitudes déjà. De certaines habitudes qui nous font comprendre que il faut forcément peut-être aller à l'école, avoir un grand niveau ou bien pour avoir l'argent. C'est faux. La preuve, la plupart de nos académiciens au Cameroun ou bien en Afrique sont pauvres. Vous pensez que si, à travers toutes leurs recherches académiques ou bien professionnelles, s'ils n'ont pas pu avoir l'argent, ça veut dire qu'il faut repenser le modèle, je dirais quoi, pécuniaire africain, la relation entre les Africains et l'argent. Ce n'est pas forcément assis sur l'éducation académique. Il y a d'autres facteurs, il y a d'autres mécanismes, il y a d'autres attitudes qu'il faut mettre, il faut pouvoir tenir en compte, comme déjà la tradition, la culture africaine. On ne peut pas aller remporter la victoire de la richesse si la culture africaine ne sert pas de levier. C'est par là que on va prendre le bon flot. C'est par là qu'on aura, je dirais quoi, on aura l'énergie. Parce que au quotidien, nous travaillons. Au quotidien, nous sommes confrontés à des batailles. Et je peux vous rassurer, les batailles sont surtout spirituelles. Ça veut dire les véritables batailles dans notre environnement concurrentiel sont toujours spirituelles. Et si vous ne pouvez pas avoir déjà un certain, je dirais quoi, une certaine ancrage spirituel, une certaine posture spirituelle qui vous aide déjà de façon rassurante. Parce que si vous avez une spiritualité qui n'est pas assurante et qui n'est pas, je dirais quoi, dont vous ne sentez pas vous-même qu'elle vous protège, là, vous partez déjà, je dirais, handicapé vis-à-vis des grandes batailles. Il faut vous dire quelque chose. Aujourd'hui, l'argent, ce n'est plus simplement aller travailler avec beaucoup d'efforts. Non. Il ne faut pas qu'on se mente. Travailler avec beaucoup d'efforts, ardument, c'est les anciens concepts. Les nouveaux concepts, c'est travailler intelligemment. Les nouveaux concepts, c'est travailler avec des valeurs culturelles. Les nouveaux concepts, c'est de lier, même dans la production des prestations de services et
et de la production, même, je dirais, même dans la production, il faut lier l'élément traditionnel, l'information traditionnelle, l'approche culturelle. On ne peut pas se délier de ça. Moi, j'ai souvent une difficulté quand je vois, euh, euh, je dirais quoi, la mouvance économique actuelle au Cameroun et en Afrique. C'est plus tiré vers la beauté et vers la mode. Mais qu'est-ce qu'on se dit? Partout où vous passez maintenant, il y a des salons de beauté, de make-up, il y a des shopping qui naissent partout. Mais vous allez voir que là, c'est quoi? C'est une mode importée. Et c'est quelque chose qui ne nous est pas propre. Et alors, beaucoup d'Africains et des Camerounais investissent dans ce secteur parce qu'ils se disent, ah, c'est là-bas qu'il y a peut-être la bonne rentabilité, il y a la bonne clientèle, il y a la demande qui est forte. Oui, peut-être. Mais à côté de ça, on se dit aussi que qu'est-ce qu'on manque en Afrique fondamentalement? Il faut manger, il faut de l'eau à boire, il faut il faut des hôpitaux, il faut des écoles. Donc, c'est les besoins physiologiques de base qu'on a besoin en Afrique. C'est là-bas que doit partir la majeure partie de nos capitaux d'investissement. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas commencer à investir dans le numérique sans investir dans l'agriculture. Même le gars qui va partir développer le plus grand logiciel du monde a d'abord besoin de manger. Et en Afrique, on a encore des problèmes de nutrition, des problèmes de manger. Et on a totalement... Et quand je parle de la nutrition, c'est pour vous montrer à quel niveau on a importé les cultures dans le sens, je dirais dans le sens abstrait et dans le sens concret. Dans le sens abstrait, je parlais de la spiritualité, mais dans le sens concret, on a importé les cultures. Nous vivons fondamentalement, je dis bien fondamentalement, de la fluctuation du blé. Parce que tout Camerounais ou bien tout Africain, voire la majorité, se lève le matin, il mange du pain, il mange des beignets. Le beignet haricot, c'est dans notre... C'est le quotidien des Africains ou bien des Camerounais. Mais nous ne cultivons pas de blé. Il n'y a pas d'exploitation de blé en Afrique. Parce qu'on nous a fait comprendre par tous les mécanismes d'information que le blé ne poussait pas en Afrique. Alors, si le blé ne pousse pas en Afrique, le blé n'est que la matière première pour avoir la farine de blé. Alors, si c'est les farines qui produisent le pain, vous comprenez donc qu'on a d'autres substituants. On a le manioc, on a le plantain, on a la patate, on a le mil, qui peut être des substituants qui produiront la farine pour avoir, je dirais, quoi, le pain ou bien d'autres éléments. Vous comprenez que tous ces concepts importés n'ont que servi à appauvrir notre sentiment ou bien notre spiritualité, notre sentiment d'effort qui est fondamentalement lié à notre spiritualité. Parce que les gens, ils ont compris que non. Si on commence à les faire croire que tout ce qui vient de chez nous est bon, alors on a gagné le combat. Si nous avons perdu le combat face à l'institution, je dirais quoi, l'institution moderne qui abolit l'esclavage, nous gagnerons le combat spirituel par l'imposition de nos produits, de nos coutumes, de nos us comme moyen nécessaire, voire incontournable de notre bien-être. Ça, c'est faux. C'est totalement faux. On ne peut pas s'adosser sur des cultures passées, des cultures importées pour pouvoir construire la richesse africaine de demain. C'est faux. Il faut pouvoir prendre d'abord dans les sources ancestrales, dans les coutumes parentales, aussi dans l'énergie, je dirais quoi, dans l'énergie de nos rites et de nos lieux de sacrifice, parce que là-bas, il existe cette interconnectivité avec nos parents et avec nos ancêtres. Si on fait, vous verrez, si on fait une certaine synthèse de tout ce qu'on a dit, on va juste comprendre que les Européens, à travers les institutions religieuses, n'ont que eu pour, je dirais quoi, pour objectif principal l'abolition, la déformation et l'anéantissement des cultures, traditions africaines qui sont des leviers et des portes d'entrée vers la richesse.
C'est là-bas qu'ils ont commencé leur bataille. Après qu'ils ont, fini avec le physique sous forme d'esclavage, ils ont compris qu'il fallait construire des instruments qui ont trait à l'esprit, qui ont trait à l'âme, pour déconstruire ce que nous, on connaissait déjà. Parce que je ne vais pas vous mentir, l'Africain connaît Dieu bien longtemps avant l'Européen. Donc, mais surtout, il ne faut pas, je dirais, toujours avoir une relation ou bien lier Dieu à notre, au facteur, je dirais quoi, pécuniaire ou bien au facteur matériel. Non. Demandez-lui cette énergie dont vous avez besoin pour épouser des valeurs, je dirais, d'effort, de travail bien fait, d'intelligence, de probité, mais surtout des valeurs qui renforcent votre culture et vos coutumes. Alors, dans cet échange, on se dit que nous devons repenser notre relation avec l'argent. Nous devons repenser notre relation spirituelle avec la manipulation de la richesse. Il est important de repenser ça. Il est important de construire des instruments, il est important de construire des outils propres aux Africains des armes, oui, propres aux Africains qui vont les mener vers le combat contre la pauvreté et pouvoir accéder à la richesse. Comme je disais tantôt, il n'y a pas de forme de pauvreté qui soit, je dirais, qui soit à magnifier, non. La pauvreté, c'est la pauvreté et toute forme de pauvreté n'est pas bonne. Elles sont tous difficiles, s'il faut le dire. Alors, je pense que pour aujourd'hui, j'aurais débattu avec vous sur ce concept d'éducation financière et les traditions africaines, voire la culture africaine. Et nous sommes tous des Africains, s'il faut le dire, peut-être pour la plupart. Et nous ne devons pas banaliser cette relation que nous avons avec l'argent. Mais cette relation est fondamentalement liée à notre ancrage culturel. Cette relation est fondamentalement liée à ce que nous considérons, ou bien à ce que nous retenons de nos ancêtres. Il faut le dire, l'argent c'est le nerf de la guerre, mais il faut pouvoir avoir des armes pour pouvoir mener cette guerre. Et les premières armes sont d'abord spirituelles, parce qu'elles attirent l'esprit, avant d'être de façon factuelle, ou bien c'est d'abord l'esprit qui porte tout ce que nous pouvons construire demain avec notre corps. Donc, oui, il ne faut pas se délier, ou bien il ne faut pas négliger ce facteur dont nous avons, ce facteur spirituel et ce facteur culturel. Ok, merci.